Ben Abdallah. Alors, nous passons à la dernière communication de ce premier jour. C'est vrai qu'on s'intéresse à la santé de nos patients en oubliant la santé financière de nos laboratoires qui reste primordiale à leur survie. Et pour cela, j'invite Monsieur Zazouan, expert comptable, à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Je vois des têtes fatiguées, mais j'aimerais bien avoir votre attention parce que ça sera simple. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais bon, je suis là pour s'il y a des questions. Laboratoire d'analyse, gestion comptable et fiscale. Cette présentation est consacrée bien sûr à la gestion comptable et fiscale du laboratoire. On mettra une attention particulière sur la comptabilité de gestion, dite comptabilité analytique, et vos obligations fiscales et vos droits fiscaux aussi. Gestion comptable. C'est une partie généralement délaissée ou par le libéral. Il n'en tire pas suffisamment d'avantages, mais c'est une partie où il peut trouver beaucoup d'intérêt. Elle permet d'enregistrer, de noter toutes les opérations financières, recettes, achats, paiements dans les livres comptables. Elle permet de classer, organiser ces données en catégories, compte de résultats, bilan, pour les rendre plus compréhensibles. Elle permet d'analyser, évaluer les informations financières pour comprendre la performance du laboratoire, identifier la tendance et aider la prise de décision. Et enfin, elle permet une conformité, s'assurer que le laboratoire respecte les lois et réglementations comptables en vigueur. Qu'en est-il de vous? Réalité du terrain. Connu et utilisé uniquement pour alimenter la deuxième partie de la présentation, à savoir la gestion comptable, puisque cette dernière, on parle de la gestion fiscale, elle trouve sa source de données dans la comptabilité, c'est ce qu'on appelle la comptabilité fiscale. Ce que vous connaissez, vous, et ce que vous faites, c'est généralement de la comptabilité fiscale. Vous ne portez pas d'intérêt à la comptabilité en termes de gestion comptable dans vos labos. En général, vous faites la comptabilité fiscale. On va voir après pourquoi vous avez un intérêt, plus un intérêt pour la gestion fiscale que pour la gestion comptable. Alors que, détrompez-vous, la gestion comptable, précisément la comptabilité de gestion, trouve un intérêt particulier dans vos laboratoires. Utilisé uniquement à des fins de calcul de déclaration d'impôt, c'est ce que je disais, conformément aux lois fiscales qu'on développera en deuxième partie. Alors que votre gestion de laboratoire, vous avez aussi besoin de comptabilité dite de gestion, communément appelée comptabilité analytique. Pourquoi? Votre activité est complexe. C'est un acte médical qui nécessite différents intrants dans l'analyse pour avoir un produit fini, qui sont les résultats. Utilité de la comptabilité de gestion, c'est le calcul d'un test en considérant l'ensemble des intrants. Vous vous êtes certainement posé la question, quel est le coût d'un test? Ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement, je dirais presque quotidiennement, surtout si vos fournisseurs vont augmenter les tarifs. Est-ce que je vais augmenter le prix de mes paramètres? Ça, c'est une question que vous avez. Vos biologistes viennent vers vous, vous demandent une augmentation de salaire. Est-ce que ça va se répercuter sur le coût du test? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Mais l'avez-vous calculé de la bonne manière? C'est la question. Est-ce que vous l'avez calculé de la bonne manière? On fait tous des calculs et on croit que c'est le bon résultat. Mais l'avez-vous fait de la bonne manière? Avez-vous considéré l'ensemble des intrants? Et c'est ça la problématique, elle est là. Est-ce qu'on considère l'ensemble des intrants qu'on doit considérer dans le calcul du test? Ce que vous faites probablement, ce n'est pas pour dénigrer, mais généralement ce qu'on fait, le coût des tests égale coût réactif.
Au mieux, peut-être coût du test égale réactif plus KB. Peut-être. Bon, je dis ça. Alors que la réalité est tout autre. La comptabilité de gestion est là pour apporter des réponses. Ces réponses, vous allez les trouver dans la comptabilité de gestion et pas dans la fiscalité, parce que c'est deux domaines différents. La fiscalité, elle est alimentée par la comptabilité. Un vérificateur, un vérificateur fiscal va venir pour se baser pour vérifier votre fiscalité, est-ce que vous payez vos impôts, va se baser sur votre comptabilité. D'accord? Mais on parle de deux système de deux paramètres différents. Que ce soit le coût d'un test sanguin, urinaire, génétique ou microbiologique, la comptabilité de gestion, elle est là pour répondre à votre question. La comptabilité de gestion identifie deux types de coûts, à savoir les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, c'est des frais qui rentrent directement dans le traitement, les réactifs, la main-d'œuvre directe, à savoir le biologiste qui est en face de l'automate, ça c'est un coût direct. Après, on va voir est-ce que ce biologiste il est dédié exclusivement à un automate ou on fait des rotations où le biologiste, éventuellement, il va travailler sur un automate, puis sur un deuxième, puis il est au niveau de la réception. Ça, c'est une toute autre problématique qui va différer d'un laboratoire à un autre. Donc, pour identifier ces coûts et les affecter, on va premièrement se baser sur l'organisation du laboratoire. Ce n'est pas à la comptabilité d'organiser le laboratoire, mais c'est à vous. Vous faites votre organisation, mais la comptabilité de gestion va s'adapter à votre organisation. D'accord? Donc, si quelqu'un vient vers vous et vous dit non, vous devez faire ça, non, vous faites comme vous l'entendez, et c'est à la comptabilité de gestion d'identifier votre organisation et de s'adapter à votre organisation. Les coûts indirects, comme leur nom l'indique, c'est des frais qui ne sont pas directement attribuables. Ces coûts sont partagés en deux. On a des coûts fixes, qui sont fixes, quel que soit le volume, quel que soit le jour, même le week-end, ils sont là. C'est des coûts fixes. Et on a des coûts variables. Les coûts fixes, c'est des charges qui ne varient pas selon le volume, c'est ce que je disais. Le nombre de malades, le nombre de tests, que l'on soit fermé ou ouvert, il ne change pas, tel que le loyer. Le loyer, il est là, on le paye, 30 jours par mois, 12 mois par an. Les amortissements du matériel informatique, qu'il soit à l'arrêt ou pas, l'amortissement, il est là. Le matériel s'use. L'amortissement, il définit l'usure du matériel. Les salaires, ils sont là. Les salaires des assistants, des coursiers, des agents de sécurité, tous les collaborateurs dont vous disposez au niveau de votre laboratoire. Les coûts variables, les charges, c'est des charges qui varient en fonction du volume, électricité, en fonction de la consommation électrique, du volume de marche des automates, du consommable du bureau, donc en fonction des analyses imprimées, de la maintenance, plus on utilise les automates, plus on aura besoin de maintenance préventive, éventuellement, et d'autres coûts. Moi, j'ai imaginé une structure de coûts d'un test. C'est juste une imagination. Il pourrait y avoir d'autres coûts que je n'ai pas considérés, mais là, j'ai essayé de considérer un ensemble de coûts. Les coûts directs, j'ai imaginé, bien sûr, les réactifs, le KB, l'amortissement de l'automate, le calibrage que vous faites pour l'automate, le contrôle qualité que vous faites, salaire du biologiste, la biologiste qui est en face de l'automate, consommable, papier, d'impression, et le coût de validation. Ça, c'est un coût, je pense que personne ne le considère. Le coût, le temps que vous passez pour valider vos résultats. Ça, c'est un coût. Ça, c'est un coût parce que vous consacrez 5 minutes à ce résultat, vous devez consacrer 10 minutes ou une journée ou une demi-journée. Votre temps, c'est un coût au niveau du laboratoire. Même si le laboratoire, vous exercez à titre libéral, mais vous devez imaginer, vous attribuer un salaire. Et ce salaire-là, c'est votre coût. Il faut imaginer ce genre de fonctionnement. Ça, c'est un coût. Les coûts indirects, j'ai imaginé l'électricité, maintenance, loyer, autres salaires, agencement, frais administratifs, les coûts du comptable, coûts d'avocat, autres coûts que vous pouvez avoir dans vos laboratoires. Certains laboratoires pourront avoir l'ensemble des coûts, d'autres un peu moins, d'autres pourront avoir d'autres coûts que je n'ai pas considérés ici. Après, pour la détermination du coût d'un test, on peut faire une entrevue avec le laboratoire
et en fonction de son organisation, des coûts qu'il a, on pourra structurer le coût. Enfin, le coût total, c'est le coût direct plus les coûts indirects que vous avez. D'accord? Certains coûts sont facilement attribuables et d'autres sont beaucoup moins. Je dirais vraiment beaucoup moins parce que l'attribution des coûts, c'est vraiment pas évident. Par exemple, bon, j'ai tiré comme exemple le coût d'un biologiste, du personnel administratif ou d'un coursier. Celui-ci, il comprend plus que le salaire net. En considérant le coût d'un salarié, moi j'ai des réponses, pas par des biologistes, mais par d'autres professionnels. Ils calculaient le coût des employés par rapport au salaire net qu'ils donnaient à chaque mois. Or qu'il a d'autres coûts. Il faut tenir compte des cotisations sociales. Peut-être que la plupart vont considérer les cotisations sociales, l'impôt sur les revenus, puisqu'on est dans un régime de retenue à la source. Peut-être qu'on ignore ça, puisqu'on dépose, on paye ça sur nos déclarations G50. On a tendance à oublier que c'est le coût du salarié. D'accord? Le congé payé, ça, on l'oublie souvent. Le congé payé, vous êtes en train de payer le biologiste, le collaborateur, alors qu'il ne travaille pas. Il faudra considérer ce coût-là. Et ce coût-là, c'est 2 jours et demi par mois. Il cumule ces 2 jours et demi de travail par mois. Ça, c'est un coût qu'il faudra considérer. Il faudra le considérer, c'est un coût. C'est un coût pour vous. Les frais de formation, si vous envoyez vos collaborateurs en formation, c'est des coûts de formation qui faudra intégrer dans le coût du biologiste. Ce biologiste-là, il devra être formé. Je ne sais pas s'il y a des obligations de formation pour vous et pour vos collaborateurs. Légalement, je ne sais pas. Et les équipements de travail, les blouses, autres équipements de protection que vous devez fournir à vos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler. Donc, ce qu'on appelle le poste d'emploi, le coût du poste d'emploi. Pour moi, en tant qu'expert comptable, le coût du collaborateur, j'ai vos coûts, mais j'ai d'autres coûts. Je dois mettre à disposition de mon collaborateur un PC. Je dois lui mettre à disposition un bureau. Donc, j'ai un coût par collaborateur. J'ai un coût par collaborateur où je dois lui mettre à disposition un PC, éventuellement un téléphone parce qu'il n'est pas sur place, il doit se déplacer, un téléphone, une ligne téléphonique, ça c'est des coûts que je peux considérer. Après, par exemple, d'autres laboratoires, des laboratoires qui ont des coursiers, le coursier, s'il a un véhicule, s'il dispose d'une ligne téléphonique, là c'est des coûts qu'on doit considérer pour le coursier. Est-ce que le coursier, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait je sais pas, est-ce qu'il fait du sourcing, il fait des achats ou autre chose? Il faudra considérer ces coûts-là. On arrive à la deuxième partie, gestion fiscale. C'est le sujet de discussion de tout entrepreneur, personne travaillant à son compte, connu pour sa complexité et son changement continu, minimum 1 fois par an, par des lois de finances, maximum 2 fois par an. Éventuellement, on a des lois de finances correctives. On n'appelle plus ça loi de finances complémentaire, mais loi de finances correctives. Mais c'est le sujet de discussion qui garde la part du lion en termes de discussion des professionnels. C'est quoi au juste? C'est un ensemble de process et pratiques utilisées pour s'assurer du respect de ses obligations fiscales tout en optimisant sa situation fiscale. On peut faire de l'optimisation. Pas de la fraude fiscale, mais on parle d'optimisation fiscale. Obligation, imposition, vérification, redressement, recours. Ce sont généralement les questionnements et appréhensions de tout professionnel exerçant à titre libéral. On verra dans la présentation l'exercice de la profession à titre exclusivement libéral. Je ne sais pas, est-ce que dans votre profession, en tant que laboratoire, vous êtes autorisé à exercer comme c'était présenté au niveau de la Tunisie, où on peut exercer sous l'égide d'une société à responsabilité limitée ou autre chose. Là, moi, j'ai considéré uniquement une imposition, le régime fiscal, sous l'exercice libéral. Je sais que la plupart des laboratoires exercent sous ce régime. Cela implique, gestion fiscale, cela implique la planification, l'analyse et le suivi des obligations fiscales en tenant compte des lois et réglementations en vigueur. La fiscalité, il faut tenir, la fiscalité c'est du juridique, c'est pas du comptable, c'est du juridique. Elle tire
sa base de données de la comptabilité, mais la fiscalité, c'est du juridique, c'est purement juridique. Donc on doit suivre la réglementation. S'il y a des changements, le régime fiscal de N à N plus 1, il peut changer totalement. Aujourd'hui, vous êtes sur un régime, l'année prochaine, vous pourrez être sous un autre régime si l'administration fiscale voit que peut-être que c'est mieux pour vous et mieux pour le trésor public. Qu'en est-il des laboratoires médicaux ? Avant toute chose, il faudra déterminer le régime fiscal du laboratoire. Bien sûr, on parle du laboratoire du biologiste qui exerce à titre libéral. C'est quoi un régime fiscal? C'est l'ensemble des règles, des lois et des procédures qui régissent la manière dont les impôts sont calculés, collectés, payés par le laboratoire. D'accord? C'est ça le régime. Il faudra identifier le régime auquel vous êtes. Parce que dans notre réglementation, il y a plusieurs régimes fiscaux. D'accord? Donc, on va identifier, placer le laboratoire, on va essayer de répondre à certaines questions pour placer le laboratoire dans le régime fiscal approprié. Pour ce faire, l'activité, on va répondre à un nombre de questions. Donc, on a eu une présentation juridique tout à l'heure. Donc, le laboratoire d'analyse médicale est réglementé, c'est une activité réglementée qui est conditionnée par l'obtention d'un agrément auprès du ministère de tutelle, ministère de la Santé. Il est important de noter que cette activité n'est pas soumise à l'inscription du registre de commerce. On est tous d'accord. Malheureusement, quand bien même, en consultant le site du CNRC, je me suis amusé à consulter le site du CNRC pour voir est-ce qu'il y avait des laboratoires d'analyse. Oui. J'ai trouvé ces statistiques-là. Il y a 68 laboratoires d'analyse qui exercent avec un registre de commerce. 54 ont été radiés, ça veut dire qu'il y avait plus de 100 qui exerçaient avec un registre de commerce, et 18 qui n'ont pas été réimmatriculés. Donc, globalement, on a actuellement 68 laboratoires qui exercent avec un registre de commerce. Et là, ils sont sous un autre régime. Ce n'est pas le régime sur lequel vous êtes. Parce que du moment qu'ils sont inscrits au registre de commerce, ça va leur donner un autre régime fiscal. Autre question qu'on doit se poser, la qualité de commerçant est-elle conférée aux médecins, pharmaciens exerçant en laboratoire d'analyse médicale? Tout ça, c'est pour situer le régime fiscal du laboratoire. Le Code de commerce définit les actes de commerce qui confèrent la qualité de commerçant. L'activité de laboratoire d'analyse médicale étant considérée comme un acte médical ne confère pas cette qualité. Aussi, le Code des impôts directs exclut explicitement les laboratoires d'analyse médicale du régime IFU. À un certain moment, vous étiez dans le régime IFU. Après, on vous a exclu. On vous a exclu par le biais d'une loi de finances. Donc, ce qui a exclu. Donc, on va identifier le régime fiscal. Donc, vous n'êtes pas des commerçants. Le code des impôts il vous exclut du régime de l'IFU. Donc, on va vous positionner dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales. Cette catégorie, elle est définie par le Code des impôts pour les activités qui n'ont pas la qualité de commerçant. C'est pour ça que je cherchais, est-ce que vous avez la qualité de commerçant? Donc, il vous positionne sous le régime des professions non commerciales, dites, c'est du réel simplifié. On a le réel et on a un réel simplifié. Donc, pour vous, profession libérale, tout comme moi aussi j'exerce une profession libérale, on est dans le même régime qui est le régime réel simplifié. Mais nous, contrairement à vous, on peut être à l'IFU parce qu'on n'est pas exclu. Donc quand on va au niveau du Code des impôts, on a l'article des activités exclues de l'IFU, on trouvera les laboratoires d'analyse médicale. Le projet de loi de finances pour 2025, ils ont rallongé la liste des activités exclues du régime de l'IFU. Ils étaient à 12, maintenant on est à 25 activités exclues du régime de l'IFU. Dans ce sens, l'administration fiscale, la DGI, elle a pour objectif d'enlever carrément l'IFU. Donc on commence à intégrer un nombre d'activités jusqu'à exclure l'activité complètement. Qu'est-ce que cela implique? Vous êtes dans le régime du réel simplifié. Qu'est-ce que cela implique pour vous? Régulièrement, vous devez tenir un livre journal qui retrace le détail des recettes, de vos recettes et de vos dépenses.
C'est un livre qui est coté paraphé au niveau de l'administration fiscale. Un registre des acquisitions de biens que vous utilisez dans votre activité, un registre des immobilisations, automates, matériel informatique. Ce registre-là aussi doit être coté paraphé au niveau de l'administration fiscale. Ce registre doit aussi comprendre le détail des amortissements utilisés, le taux d'amortissement et la VNC, la valeur nette, pour chaque année des équipements utilisés. Vous devez conserver ces registres. Vous avez une obligation de conservation décennale, donc vous devez les conserver pendant 10 ans et pas 4 ans. 4 ans, c'est la prescription de leur réponse du chef de centre. Vous avez la faculté de saisir les commissions de recours compétentes. Vous avez cette faculté. Ces commissions sont très intéressantes parce que ces commissions ne sont pas composées de fonctionnaires de l'administration fiscale. Ces commissions ne sont pas, et elles sont présidées par un professionnel. Elles sont présidées par un commissaire aux comptes, par un expert comptable. Donc, tout dépend où vous allez vous situer. Si le redressement il est inférieur à 20 millions de dinars, vous allez adresser votre recours au niveau de la commission de recours de wilaya pour le montant contesté inférieur à 20 millions de dinars. Pour les montants contestés entre 20 millions et 70 millions de dinars, vous allez adresser votre recours au niveau de la commission régionale. Par exemple, la commission régionale d'Alger, que je préside, elle est présidée par un expert comptable. Je suis le président de la commission régionale. Vous voyez, donc il n'y a pas de fonctionnaire de l'administration fiscale. C'est une commission souveraine où vous avez la possibilité de faire des recours. Enfin, pour les redressements de plus de 70 millions de dinars, vous avez la possibilité de faire recours au niveau de la commission centrale des recours. Donc au niveau de chaque wilaya, il y a des commissions de wilaya, il y a des commissions régionales et la commission centrale, il y a une seule commission qui est au niveau du ministère des Finances, au niveau d'Alger. Le sursis légal de paiement. Vous avez un contentieux, vous avez un rôle à payer et vous faites le recours. Le droit fiscal vous donne le droit de surseoir au paiement des pénalités et des droits jusqu'à ce que la commission rende son verdict. Donc vous avez la faculté de faire ça. D'accord ? Donc, aux conditions de faire la demande, lors de l'introduction du recours, il faut en faire la demande. Si vous ne faites pas la demande, ce n'est pas automatique. Et de constituer des garanties propres et assurer le recouvrement des droits. Ou bien, vous vous acquittez de 20% du montant contesté. Vous payez 20% et le receveur des impôts ne pourra pas vous suivre. Et ne pourra pas réclamer le montant jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive. Il faut savoir que les recours prennent énormément de temps. Une moyenne, c'est 2 ans, 3 ans. Donc ça peut soulager le contribuable. Pour conclure, la gestion comptable et fiscale est essentielle pour la réussite de tout professionnel libéral. Un suivi rigoureux de vos dépenses et de vos recettes est crucial pour maintenir une gestion saine et efficace. Une bonne gestion comptable et fiscale vous permettra de prendre des décisions éclairées, d'identifier les opportunités d'amélioration et de garantir la croissance et la prospérité de votre laboratoire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long.